Yeah, say what up to me. Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé par Jérôme. Dans un instant, j'évoquerai le prochain festival Détour de chant qui débute mardi, 22 janvier, festival dédié à la chanson sous toutes ses formes et qui déroulera sa programmation éclectique jusqu'au 2 février. Et pour nous en parler, pour en parler avec moi au téléphone, nous aurons dans une dizaine de minutes Philippe Pagès. Et puis, je recevrai Bernardo Sandoval et Serge Lopez à l'occasion de la sortie de leur premier album en duo en commun. Excellente occasion de s'arrêter sur la carrière de ces deux musiciens issus de la culture flamenca mais qui depuis ont fait bouger les lignes de cette musique, sont partis ailleurs, ensemble ou séparément, ont fait vibrer le public dans tous les bars et les salles de la ville et qui s'apprêtent. Pour le premier, Bernardo Sandoval a fêté 40 ans de carrière riche et passionnée. Ça se passera sur scène les 4 et 5 février prochains à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Et pour le second, Serge Lopez à le rejoindre sur cette même scène ce soir-là. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Sorti à l'automne dernier, Mon Totem, le dernier album d'Yves Jamais, maintient le cap d'une chanson populaire entre déclarations d'amour et de rage, pleine de tendresse et de drôlerie, de gouaille et d'humeur. Yves Jamais sera mardi prochain, 22 mars, au Casino Barrière pour ouvrir en fanfare l'édition 2018 de Détour de chant. Yves Jamais, les mêmes, féroce description de l'uniformisme ambiant, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Qu'est-ce que c'est ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Voilà, toujours Joe Kangourou, toujours Radio Campus et toujours Caramel Mou et à l'autre bout du téléphone, Philippe Pagès. Philippe Pagès, bonsoir. Et le bonjour de Montalban au château, les amis. Ouais, voilà, ouais, en plein pays catalan. On se demande qu'est-ce qu'il allait foutre dans cette galère. Philippe Pagès, vous êtes toujours en retraite donc du côté de la Catalogne et puis une fois par an, vous venez nous dire bonjour au moment où Détour de chant commence et ça ne loupera pas puisque vous arrivez à partir de lundi pour ce festival dédié à la chanson qui va occuper nos 2 prochaines semaines à Toulouse. Détour de chant, 25 lieux, 2 semaines de spectacle, 44 artistes et groupes présentés et comme d'habitude la programmation sera un savant mélange d'artistes émergents, de piliers de la scène chanson et de grands noms de cette même chanson et c'est pas un peu casse-tête Philippe Pagès pour organiser ce festival de rester célèbre à ce principe de base de cette manifestation maintenant vieille de 18 ans? La plus grosse difficulté, c'est de ne pas pouvoir programmer tous les artistes super qu'on voit au cours de la saison. Un festival, c'est court et la chanson se renouvelle tellement, il y a tellement de nouveaux artistes qui arrivent avec des nouveaux sons, des nouvelles idées, des choses que je trouve moi, régulièrement épatantes. La plus grosse difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à mettre tous les gens qu'on a aimés. Ça veut dire que vous continuez, même basé du côté du fin fond de la Catalogne, à aller partout en France pour aller voir des spectacles à longueur d'année pour préparer la programmation de Détour de chant?
Oui, cette année, Michel Riverol a été à Granby, au Canada, au mois d'août. Il y a des artistes qu'elle a vus là, qu'on verra l'année prochaine. On a déjà les idées pour le prochain détour de chant. Moi, j'étais à Bruxelles pour francophones et sur un rassemblement à Paris, à Pelnas l'an dernier. On continue bien sûr à aller voir les scènes à Toulouse, les apéros du Grand Rond, les nuits de pleine lune de la Cave Poésie, les concerts au Bijou, etc. Et puis par ici, moi je rencontre aussi beaucoup de chanteurs par ici. D'ailleurs, David Kilembe ou Cécile représenteront les Pyrénées-Orientales dans des tours de chant cette année. Ça y est, vous avez mis un pied là-bas et vous commencez à faire le transfert. Une programmation qui, je le disais en début d'interview, fait la part belle aux émergents, aux tauliers de la scène jazz. Quand je dis tauliers, c'est les forçats de la scène qui font quand même vivre à longueur d'année cette scène jazz. Et puis les grands noms que l'on rencontre de temps en temps sur les grandes scènes toulousaines. Et ceux-là, ils s'appellent Dany, ils s'appellent Did Canegarn, les Hurlements de Léo, Loïc Lantoine, Éric Larraine et les Étrangers familiers. Ça, c'est vraiment des noms plutôt reconnus. Mais dans les émergents, on les verra dans les fameux coups de pouce, cette série de scènes que vous montez, que vous avez montées au Bijou pour des tours de chant et qui auront lieu le 25, si je me souviens bien. Samedi 26, samedi 26, après-midi et soir. Comment s'est fait la sélection des coups de pouce? Il y a des Toulousains, il y a des gens qui viennent d'ailleurs? Alors c'est une grande région, puisqu'il y a donc Cécile qui vient des Pyrénées-Orientales, L'Ombre qui est aveyronais, Diode avec Émilie Cadiou, une lotoise accompagnée de Haute Boutard, Mathéo Langlois qui est à Toulouse, et puis Prêt à porter, une compagnie de théâtre de rue avec un duo féminin qui monte un spectacle de chansons en scène. Donc ça couvre un peu l'ensemble de la région. Et je disais que le gros de la programmation cette année, il est encore composé de ces forçats de la scène, ceux qui font vivre la scène chanson à longueur d'année, tel Jamais, tel Rue Rouge, les Ring Girls, le Retour des Famoustés, le Bel Hubert, Marie Cigale, que ceux que j'ai oubliés m'excusent. C'est vrai qu'on sent que de votre côté, c'est aussi le parti pris de Détour de Chant, de mettre un focus sur ces gens qui arpentent les scènes hexagonales à longueur de temps. Ah oui, bien entendu. C'est l'intérêt, quoi. Ramener à un moment sur une programmation courte les gens qui font vivre la chanson en permanence, ça me semble tout à fait juste. Et puis quand on va retrouver un gars comme le Bel Hubert, qui est quand même un garagiste suisse qui s'occupe particulièrement des 2 chevaux, et lui il chante une fois de temps en temps, on l'a pas tous les jours, quoi. C'est à Toulouse, moi je crois que je l'ai jamais vu. Oui, moi je pense, moi non plus. Voilà, moi je l'avais vu avec Sarclot et Boris Santef, il y a peut-être 20 ans. Et ça c'est un truc terrible, mais avoir un mélange avec des petits nouveaux comme Facteur Chevaux qui vont venir passer 2 jours à la Cave Poésie, ou faire la soirée qu'on fait à Saint-Pierre-des-Cuisines à l'auditorium, où on va avoir en première partie Aurélien Quérault, qui est un danseur de hip-hop, qui danse sur des chansons de Jacques Brel, et à la suite Tavania, qui est un chœur de polyphonie corse. Oui. Il me semble qu'on amène des choses qui mettent un petit peu du grain à moudre dans la grande famille de la chanson française, quoi. Ouais. Ça bouge un petit peu de ce côté-là aussi. C'est aussi le rôle d'un festival d'essayer de faire bouger cette scène? Oui, d'essayer de ramener comme L'Ombre, comme Sensei, comme Denfima, des gens qui travaillent autour de la culture hip-hop, c'est indispensable, parce que la chanson elle évolue beaucoup par là, quoi. Si on laisse de côté toute la culture hip-hop et le rap, on n'est pas dans le coup, mais ça veut pas dire qu'il faut pas écouter les autres. Et puis il y a aussi des gens beaucoup plus tournés vers l'humour, comme Michel Fourcade and the Princess, et puis les Trash Crowd qui vont être à bonne foi. On a des répertoires très différents, des tentatives avec Manu Louis qui va venir au Taquin, qui est un Belge que personne n'a vu encore à Toulouse et qui est sur une chanson beaucoup plus électro. Par contre, il s'accompagne que de machines. On est sur des registres très différents. Avec moi, personnellement, un coup de cœur, le concert que va donner Boucan, ce trio composé de Pierrot Pépin à la trompette, Ember à la contrebasse et Bruno Izarn à la guitare, pour un répertoire sans doute assez neuf, puisque issu de l'album qu'ils ont enregistré à l'automne dernier au Pays de Galles, avec quand même sous la houlette de John Parrish, l'ancien compagnon de jeu de PJ Harvey, un album qui devrait sortir en avril, et ça va être quand même un grand moment aussi, ce concert de Boucan au Taquin mercredi prochain. J'ai vu 2 fois le concert
en novembre, un jour à Paris et le lendemain à Perpignan. C'était rigolo, on s'est suivis dans deux endroits très très différents. Un centre culturel parisien et puis le Médiator à Perpignan le lendemain. C'est vraiment un concert qui met un feu incroyable. Et c'est aussi une autre façon, un autre rapport à la chanson. Il y a une grande économie de mots. C'est quand même essentiellement musical, très instrumental, mais la partie texte, si elle est courte en nombre de mots, elle est par contre très éloquente et très forte, et c'est aussi quelque chose qui me semble épatant. Puis de voir un groupe où il y a deux chanteurs qui alternent, Bruno Huizard à un certain moment, un Berenber à d'autres, c'est vraiment terrible. Et puis alors, musicalement, on a quelque chose de carrément carton. Ouais. Avec musicalement, justement, une ouverture tout azimut. On est dans la chanson française classique, mais aussi on est dans la chanson jazz, dans l'électro, dans les musiques du monde. C'est vrai que ça aussi, c'est la marque de fabrique de Détour de Chant, cette ouverture musicale. Bien sûr. Il faut que ce soit vivant, la chanson. On va pas faire justement que du bel Hubert, quoi. J'adore le bel Hubert, mais c'est bien de montrer que dans la chanson, il y a des styles très différents. Puis il y a des gens qui bougent en permanence. Laura Wilde qui va faire une semaine au Grand Rond et sur une chanson très expérimentale. On va avoir Bonbon Vaudou qui chante en créole. Et qui viennent de La Réunion. Henri Desbal, bien sûr. Et puis Marianne Ayaomak qui chante en grande partie en français, mais qui a quelques morceaux aussi en espagnol, voire même quelques-uns en anglais, et qui, elle, nous régale depuis quelques années sur des capacités vocales exceptionnelles. Ça montre une étendue, une variété dans la chanson, j'utilise le mot à dessein, qui est épatante. Eh bien, très bien, tout ça, on pourra donc s'en rendre compte les 15 jours qui arrivent. Détour de Chant, ça commence le 22 janvier, ça se termine le 2 février, et on en reparlera sur la quinzaine qui arrive. On ne désespère pas de vous voir dans ce studio. Philippe Pagès, en tout cas, merci de nous avoir téléphoné. Et on va se quitter justement avec un groupe dont vous parliez il y a 2 minutes, Bonbon Vaudou. C'est une fille de Bonbon Vaudou, puisque c'est un duo. Dans ce duo, il y a Oriane Lacaille, la fille de qui vous savez, René Lacaille. Et superbe duo acoustique, Bonbon Vaudou. On écoute L'amour Ikea. Merci Philippe Pagès de nous avoir appelés. Eh bien, merci, à bientôt. Et puis, allez faire un tour sur le site de Détour de Chant, ça donne des idées. Eh bien voilà, donc on va le donner tout de suite parce que nous sommes déjà modernes. www.détourdechamp.com. Détour au pluriel, bien entendu. Au revoir, Philippe Pagès. Salut. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, kit démontable. Ma doudou, as-tu mis le plan pour nos projets en friche, étalés sur la table? Où est le cruciforme et la clé à 6 pans? L'amour Ikea, kit démontable.
En radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, il y a des fois, on se sent tout petit. Imaginez que à ma droite, j'ai Serge Lopez, à ma gauche, Bernardo Sandoval, qui pendant des années ont écumé les scènes toulousaines et que j'ai pu suivre à ce moment-là assez assidûment. Ils sont là tous les deux. Ça fait quoi? Ça fait à peu près une soixantaine d'années à eux deux de présence sur la scène musicale. Bernardo Sandoval, bonsoir. Serge Lopez, bonsoir. Salut. Ça fait à peu près ça. À vous deux, ça fait à peu près 60 ans. 60 ans, mais c'est notre âge. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est assez terrible et on va essayer de parler avec vous de ces 30, 35, 40 ans de carrière. 40 ans de carrière, c'est à peu près la période que vous allez célébrer, Bernardo Sandoval, le 4 et le 5 février prochain à Saint-Pierre-des-Cuisines avec 2 gros concerts qui s'annoncent pour ces 2 soirs-là, mais on en parlera en fin d'interview. Et c'est vrai qu'en regardant un peu vos trajets, je me suis dit, il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes et qui vont de pair. Vous avez des trajets très, très, très parallèles. Tous les deux, vous êtes nés, autant Bernardo que Serge, en dehors de la France. Serge est né à Casablanca, au Maroc. Bernardo est né dans une ville de Castille. Pour arriver à Toulouse quasiment en même temps, 61-62, vous aviez 2 et 3 ans, vous êtes à peu près de la même année, vous découvrez le flamenco, on va en parler dans 5 minutes, vous partez en Espagne pour vous y plonger vraiment. À la fin des années 70, vous revenez à Toulouse au début des années 80, tous les deux, alors que vous n'étiez pas du tout ensemble, et pour vous rencontrer à peu près au début des années 80. C'est vrai que ça fait des choses quand même qui vous rassemblent avant votre première rencontre. Et c'est vrai que la première question là que je voulais vous poser, c'est le flamenco, c'est arrivé comment? On sait que Bernardo l'a souvent raconté, c'est en allant vers l'Institut Cervantes qu'il a découvert cette musique-là et qui s'y est plongé après. Du côté de Serge Lopez, c'est arrivé comment? Alors, moi, c'est vraiment l'écoute d'un CD. Moi, à l'époque, je jouais plutôt de la guitare électrique, tout comme ça, puis j'éctais un CD. C'est pas un CD, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Vinyle. C'était un vinyle. Une cassette, même, on va dire. Et de Paco de Lucia. Et voilà, et j'ai entendu ça, et ça m'a rendu complètement fou. Et voilà, et l'année d'après, je suis parti en Espagne pendant 2 ans. C'est vrai que lorsque je vous ai demandé d'amener de la musique pour expliquer un peu ce qui vous a construit musicalement, Serge Lopez, le premier morceau qu'il m'a envoyé, c'est ça. Hendrix, Voodoo Child, c'est vrai que c'était votre musique d'adolescence, ça. Voilà, c'est le premier flash de guitare. Je veux dire... Je ne sais même pas que c'était pas que la guitare, c'était l'ensemble, hein, c'était le personnage, c'était le son, l'énergie. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui sortait des sentiers battus et qui moi m'a appelé, je ne sais pas pourquoi, ça m'a appelé grave. C'était une façon aussi de vous démarquer de ce que vous écoutiez à la maison, qui était plutôt une musique arabo-andalouse, on va le dire comme ça. Non, mes parents ils écoutaient plutôt de la musique latine, on va dire, plutôt sud-américaine, on va dire. C'était assez branché sur ça, les cha-cha, la musique de danse, la musique cubaine, tout ça. Et mais pour moi, à l'époque, ça paraissait ringard. Hein. Même, on avait un CD de Manitas de Plata, tout ça, mais je ne pouvais pas écouter ça. Je me disais, c'est la musique de mes arrière-grands-parents, ça. Ça, c'est pas possible. Ça, c'était la musique de Guy Lux le dimanche après-midi à la télévision. Ouais, c'était pas possible. Et donc, j'ai vu ça une fois, c'était un reportage Woodstock, tout ça, et j'ai vu ce mec qui jouait ça, et ça m'a fait un flash. J'ai retenu le nom de suite, et après, j'ai vite voulu savoir qu'est-ce que c'était. Et quand j'ai eu une guitare entre les mains, j'ai voulu faire ça de suite. Et vous n'y êtes pas arrivé tout de suite. Oh non, ça a pris des années. J'y arrive pas encore. Puisque si j'ai bien compris, la façon aussi que vous avez eu d'apprendre la guitare, c'est avec ce personnage-là qui était assez sympathique, mais qui avait quand même la fâcheuse tendance à faire en sorte que les guitaristes amateurs se niquent les doigts.
ça c'était la phase d'après. Voilà. Ça, moi, au début, donc j'étais branché guitare électrique avec des amplis, tout ça, donc j'avais acheté un ampli que je jouais très fort. Et quand j'ai joué, que j'étais tout à fond, à 10, et que ça me satisfaisait pas, il fallait que j'achète un autre ampli, tout ça, et je me suis senti dans une escalade technique qui finalement me comblait pas tellement, tu vois. Et là, j'ai commencé à me brancher sur la guitare elle-même, en fait. Et là, j'ai cherché justement une forme de guitare qui soit assez mélodique et tout ça, et je suis tombé sur ça. Voilà, donc ça c'est Marcel Dady. C'est Marcel Dady. Important parce qu'à un moment donné, il a inventé une méthode, la méthode à Dady. Exactement. Sur laquelle tous les apprentis guitaristes se sont abîmés les doigts. Et une manière d'écrire la guitare, comme ça, avec les cordes et des numéros dessus, ça fait que... On appelait ça des tablatures, on appelle toujours ça des tablatures. Voilà, c'est des tablatures, et ça, entre ça et l'écoute du morceau, ça suffisait, parce que nous, au début, quand on apprenait la guitare, c'était sans... Il n'y avait pas les tablatures, c'était comme ça, et on écoutait, il fallait trouver la note, et je cherche. Et quand il y avait ça, alors c'était le bonheur. Oui, parce que vous ne lisez pas la musique. Ah non. Ça faut quand même l'avoir en tête. Vous ne lisez pas la musique. Non, j'ai essayé plein de fois. Ça ne vous empêche pas d'avoir fait des excursions dans le classique, mais on en parlera aussi un peu tout à l'heure. Et de votre côté, Bernardo, pendant que Serge jouait le rock'n'roll man ou s'escrimait sur la méthode à Dady, vous, la musique, vous la découvrez comment ? Moi, vraiment, je m'en foutais, mais vraiment de la musique. C'est un truc... j'étais pas là-dedans. De même que les parents de Serge, les miens écoutaient aussi des musiques d'Amérique du Sud, tout ça. Mais mon père était parti pour faire une carrière de torero, donc il était très proche des flamencos. Donc, il était peintre en bâtiment, et quand il peignait, il chantait les fantômes. Et la musique, donc, elle arrive au comment ? La musique, elle est arrivée... c'est mon côté romantique, comme ça. Un truc qui m'a touché, ça a été J'ai encore rêvé d'elle. Ah ouais, Il était une fois. Ouais, et ça m'a... c'est rentré, les sentiments. On lui dit aussi. Après, c'était Cocciante. Et celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Ah. Je ne l'ai pas trouvé. Je voulais vous le faire écouter ce soir. Marguerite, mais Marguerite, je ne l'ai pas trouvé. Ah. Mais à cette époque-là, je n'étais pas branché flamenco, je ne jouais pas à la guitare. Tout ça. Après, c'est en Espagne, là, où j'ai pris une baigne dans une fête, une réunion. Et là, il y a eu du flamenco, vraiment, très roots. Et là, je me suis dit, avec ça, tu peux raconter ta vie. Parce que je me suis jamais senti trop bien sur Terre. Et donc, c'était une façon de voilà, cette révolte-là, un peu comme le blues, le rock, tout ça. Puis voilà, après, je me suis mis là-dedans, comme dit Serge aussi. Là, c'était les tourne-disques, voir comment ils faisaient, imaginer. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir dans le flamenco un sentiment de révolte, alors que la plupart du temps, quand on en parle, on dit plutôt qu'il y a de la nostalgie, mais qu'il y a aussi de la peine, que c'est un cri de douleur. C'est vrai que pour vous, ça a été aussi un cri de rage et un cri de révolte. Ouais, vraiment, ouais. Ben, pour moi, flamenco, c'est blues et rock'n'roll, quoi. Il y a les deux, il y a une très grande souffrance, une très grande peine, mais qu'il faut sublimer par quelque chose, quoi. Et en l'occurrence, dans le blues, ce serait le rock, quoi. Et dans le flamenco, il y a ce blues-là, il y a des chanteurs comme Camarón de la Isla qui, à un moment donné, c'est rock'n'roll, laisse tomber, quoi. Ouais. Et donc, je vous ai téléphoné 2-3 fois dans la semaine pour vous dire de préparer cette liste de morceaux qui était un peu constitutive de votre construction musicale. Et vous vous êtes retrouvé assez rapidement sur un nom, même si c'est pas le même morceau que vous m'avez donné l'un et l'autre, mais vous êtes retrouvé sur un nom. On va écouter ce musicien-là et on en parle juste après. Pourquoi Paco de Lucia quand on parle de flamenco à des gens qui en jouent et ce nom-là vient quasiment tout de suite? Pourquoi? En quoi il est si important que ça, ce musicien-là, Serge Lopez? Il y a un avant et un après. Hein. Ouais. Franchement, c'est comme, je dirais, Bach. Avant la conception de la guitare flamenca, elle était d'une certaine manière, qui était assez locale, on peut dire, parce qu'elle s'adaptait beaucoup à ce que vivaient les gens, c'est-à-dire il y avait beaucoup de trucs, on peut dire un peu arythmiques, ou des trucs, rythmiques, donc c'était très libre,
voilà, on ne se souciait pas trop de la technique de la musique, on va dire. Même le son des guitares, il n'était pas obligatoirement très bien joué, c'était pas grave. C'était comme ça. Le flamenco fait partie, il faut que ça soit sale pour que ça soit flamenco. Et lui, il a mis un concept comme ça, où tout d'un coup, super clean. Le truc, c'est la même chose, mais super bien fait, et avec en plus ces sentiments, des nuances, des facteurs musicaux dont on ne parle pas dans le flamenco, et que lui, il a mis dans la musique. Ah ouais. Voilà. Et pour moi, je crois que c'est ce qui m'a touché le plus. C'est-à-dire que tout d'un coup, évidemment, je connaissais Manitas de Plata avant tout ça. Et voilà, c'était un son de guitare que je connaissais, tout ça. Mais et petit à petit, quand j'ai écouté mieux Paco de Lucia, je me dis putain, mais c'est quand même ciselé son histoire. Il n'y a pas de hasard, il y a de la trance, il y a du rythme. Enfin, j'ai trouvé la musicalité, l'universalité de la musique, dans sa musique. Voilà. Et je pense que c'est ça qui a fait passer la guitare flamenca d'un truc un peu régional à un truc mondial. Ouais. C'est ce côté universaliste et ouvert aussi sur d'autres cultures, puisqu'il il a amené des choses qu'il a récupérées dans ses voyages. Une oreille terrible, le mec il a capté des plans de chez tout le monde, des jazzman, on peut dire il y a même des traits de Debussy qu'on peut reconnaître, il y a des musiques de l'Est. C'est quelqu'un qui a vraiment écouté les choses. Sandoval, Bernardo, Paco de Lucia pour vous? Ouais, mais c'est ça. Moi, ce qui me branchait dans le flamenco au début, c'était avant de connaître Paco de Lucia, c'était vraiment voilà, les vieux Agujeta, des mecs comme ça, Melchior de Marchena, ses accompagnateurs. Et là, ça rejoint vraiment le blues parce qu'il y a 4 accords, quoi. Ouais. Et le flamenco est fait de ces 4 accords, finalement. Pas que cela, mais c'est des grilles quand même qui. Mais et j'étais beaucoup attaché à cette tradition-là, ce côté roots, très roots, quoi. C'est ça qui me le faisait, quoi. Mais quand est arrivé cet homme, Paco de Lucia, voilà, c'est quelqu'un qui ouvrait les harmonies, tout en restant assez proche quand même de la culture. Quoi. Pour moi, ça a été le premier vraiment à ouvrir les portes de l'harmonie, à nous amener vers la musique en fait finalement. Puis après, techniquement, laisse tomber, c'est à tomber par terre. Quoi. Ce thème, tous les guitaristes l'ont joué jusqu'à un certain moment dans le morceau où là, c'est pas possible. Donc on fait le pont et on passe directement de l'autre côté du pont. Quoi. On saute. Non, c'est un maître. Moi, je me suis toujours retrouvé au niveau du flamenco de la racine, quand même. Et c'est cet amour de la racine qui fait qu'à un moment donné, l'un comme l'autre, vous partez en Espagne pour aller vous plonger dans ces musiques-là, Serge. La racine, c'est la terre. Je pense que sinon, on reste dans un fantasme. Moi, j'ai vu, j'avais 20 ans, hein, et quand j'ai commencé à me passionner pour ça, au début, je commençais à prendre des cours ici. Il y avait Vicente qui donnait des cours ici, Vicente Pradal. Alors, j'avais commencé pendant 1 mois, j'ai pris des cours, ça. Mais j'ai senti vite que j'allais tomber dans le côté... C'est chouette ce qu'on fait, mais là-bas, quand même, c'est mieux, tu vois. Alors je me dis, bon, si là-bas c'est mieux, j'y vais direct. Comme ça, je m'économise 20 ans de psychanalyse. Et donc je suis allé direct et plongé. Donc pour ça. vous, c'est Malaga. Vous avez plongé 2 ans à Malaga. Voilà, moi, j'étais à côté de Malaga, dans un petit village. Et voilà, j'ai eu la chance de tomber sur des gens vraiment sympas, notamment un guitariste, qui était en fait qui était un banquier, mais qui était le guitariste qui accompagnait tous les festivals dans la région. Il ne faisait pas venir des grands guitaristes. Et lui, il savait tout le truc, la solea, le fandango, l'allegria. Ouais, il m'a fait toutes les bases, me disait, ça tu fais ça, cette technique-là, tu l'as fait comme ça, tout ça. Et lui, je ne pas très bien, mais il avait tout ça. Il avait tout le catalogue. Et j'allais tous les après-midi chez lui et j'étudiais au moins ça, pour avoir au moins ça. Après, la musique, c'est pas que ça. Hein. Et après, la musique, c'est aller se confronter à d'autres musiciens dans des bars, dans la rue. Ouais, là-bas, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un dans un bar qui veut chanter, qui a une guitare, il faut intérêt à l'accompagner, et bien, direct. Parce que moi, je savais pas à l'époque. Wow, j'ai galéré avec ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans le flamenco, il y a un côté, comme tout le monde est un peu fier et tout ça, on devient comme ça aussi. Donc, même si je ne sais pas beaucoup, je ne sais pas si lui, il sait beaucoup plus que moi. Donc, je vais quand même essayer de mettre ce que je sais. Et vous, Bernardo, c'était plutôt à Barcelone que vous êtes allé vous plonger dans la tradition espagnole? Ouais, ça a commencé à Barcelone. J'avais rencontré un chanteur à Toulouse qui était de passage, qui cherchait un guitariste. C'était Blas Maqueda. Et ce gars-là, c'était une véritable anthologie du chant. Et moi, j'étais super jeune, j'avais même pas 18 ans. Donc voilà, donc là, on était dans les années 76, 77. Donc ce gars-là, il est arrivé au Centre espagnol à Toulouse.
Dans l'Institut Cervantes ce qui maintenant s'appelle l'Institut Cervantes rue des Chalets. Voilà, c'est ça. Et je cherchais un guitariste. Alors les Spanish, là, ils disaient, le fils de Gabriel, là, il joue du flamenco. Puis il va voir mon père, et mon père lui dit, mais toi tu chantes vraiment, quoi, flamenco, non? Ça me jetait à côté, je dis, attends, comment il parle comme ça au mec? Il chante, quoi. Donc il dit, on me lève alors. Et tu viens à la maison. Et comme ça, tu vois, mon fils, qu'on peut faire. Je te dis pas quoi, La trouille. La trouille, ouais. Et c'était une anthologie, donc un peu comme Serge, le mec, il m'a appris tous les styles, les trucs, les machins, gna, gna, gna. Et après, pendant 5 ans, j'étais son guitariste. Donc tous les week-ends, j'allais du côté de Barcelone, on faisait... Putain, c'est génial, les festivals de flamenco où t'accompagnes 20 chanteurs, tu vois, dans la soirée. Là, t'as intérêt à savoir, comme dit Serge, si tu te plantes un truc, le mec te regarde comme ça, là, c'est violent. Hein. C'est violent. Et après, les tournées en Andalousie, vraiment dans le monde flamenco, mais vraiment, vraiment dedans. Et c'est comme ça que vous faites remarquer que vous avez le prix de Cordoba, que vous avez le prix de la Union, et c'est comme ça que petit à petit, vous vous faites un nom en Espagne. Ben ouais, ça s'est passé comme ça, à un moment donné. C'est curieux parce que le concours de Cordoba, moi j'avais un oncle à Cordoba, et quand je me suis mis à la guitare, j'avais pas le bac, mais finalement mon père il m'avait caché la guitare pendant un an, il dit il faut que tu aies le bac. Et je l'ai passé en candidat libre, je l'ai raté, mais juste. Et là il m'a ressorti la guitare, il me dit bon vas-y, fais la guitare, mais fais-le bien. Et sans me le dire, il m'inscrit au concours national de Cordoba. Enfin, il y a 3 concours. Il y a La Union, Jerez et Cordoba. Donc j'y vais, je suis finaliste. Bon, mais là, je prenais des médocs pour être calme, parce que... Et voilà, et 1 an ou 2 après, je jouais beaucoup avec ce Blas Maqueda, qui allait beaucoup à La Union, où c'est spécifique les chants de mineurs, quoi. Dans le flamenco, la Taranta, Cartagena, tout ça. Donc ça, c'est plutôt dans le sud. Oui, ouais. C'est la limite du sud en remontant jusqu'à Murcia. Ces régions-là, c'est un peu le début de l'Andalousie. Ouais. Mais il y a les chants des mineurs qui sont intégrés vraiment dans le répertoire flamenco. Et comme j'allais l'accompagner dans le concours, là, il me dit mais vas-y, présente-toi, tout ça. Là. Je dis allez, je dis non, les concours, ça fait flipper grave ces trucs-là, quoi. Puis je me suis présenté, là, ouais, j'ai eu le premier prix. Et c'est des récompenses énormes là-bas. Oui, on ne s'imagine pas. Ouais, c'est énorme, quoi. Énorme, c'est terrible. On peut faire une carrière là-dessus. Moi, j'avais eu des propositions comme ça. Et puis voilà, et à ce moment-là, je me sentais pas très bien parce que je me ressentais pas très bien dans ce milieu parce que bon, j'étais pas andalou, j'étais espagnol effectivement, mais castillan, et en plus j'habitais en France. Ouais. Alors franchement, quand j'ai eu le prix, ça a gueulé, quoi. Ça a gueulé. Ouais. Alors, puis bon, aussi, les histoires entre les gitans et les blancs, c'est un peu comme dans le blues. Tout ce contexte, vraiment, ça m'a gavé, quoi. Ah ouais. Et j'étais pas bien. Et c'est là où j'ai eu la chance d'aller faire ma première tournée en Afrique. Et là, j'ai vu la percu, j'ai dit, il faut que tu ailles vers ça, quoi. Ouais. Pour comprendre vraiment ce que tu fais. Parce que ça me paraissait essentiel, l'Afrique, dans le flamenco. Voilà. Et c'est ce qui fait que vous revenez à Toulouse, j'allais dire tous les deux, parce que c'est à peu près dans les mêmes périodes, pour vous implanter sur Toulouse, pour créer une sorte de flamenco qui va avoir une sonorité vraiment toulousaine. On parlera de l'apport d'autres instruments dans ce que vous avez joué. On discutait dans la voiture tout à l'heure avec Serge de l'apport, par exemple, d'un Jean-Luc Amestoy sur l'album Aurora, au piano. Et c'est vrai qu'il y a eu un son comme ça, flamenco, d'un coup, illuminé par un piano. Qu'est-ce que c'est qui fait aussi de votre côté, Serge Lopez, que vous revenez après 2 ans dans la région de Malaga, que vous revenez à Toulouse? Oui, moi, donc, au bout de 2 ans, franchement, j'en avais marre de l'Andalousie. Et même, j'avais marre, je peux dire, du flamenco, parce que je trouvais que c'était trop intégriste la manière dont les gens le vivaient là-bas. Ça parlait que de ça. Tu vois, moi, je venais de Toulouse, et petit à petit, il y a des sonorités qui tombent dans l'oreille, un peu les trucs brésiliens, les trucs jazz, tout ça. Et puis on aime bien, quoi. J'aime bien. Même la chanson française, moi, j'adorais tout ça. Mais là-bas, c'était exclusivement ça, quoi. Le reste, c'est de la merde. Et c'est ça, au bout d'un moment, ça m'a gavé, quand même. Même à l'époque, je peux dire que Paco de Lucia, il disait c'est de la merde. Moi, j'étais allé là-bas, c'était en 81, j'allais là-bas pour dire, ouais, moi, je vais voir. Là-bas, je dis, ouais, moi, je veux voir jouer Paco de Lucia. Paco de Lucia,
disait, oh, c'est pas bien, c'est pas du flamenco, ça. Et oui, c'était l'époque où il faisait ce ouais, fameux trio avec Aldi Meola et John McLaughlin. J'étais mal, du coup. Ouais. Mais finalement, voilà, j'en avais vraiment marre. Quand je suis revenu à Toulouse, je ressentais un peu ce sentiment-là que tu vois, tu peux jouer avec des Algériens, avec il y a beaucoup des Italiens, il y a beaucoup de nationalités à Toulouse. Et de culture musicale. C'est un carrefour. Oui. Et finalement, les deuxième génération, ils se rencontrent et ils jouent. Tu vois, et moi, je suis allé voir Bernardo quand je suis revenu d'Espagne parce que je voulais quand même continuer mon expérience sur le flamenco, mais plus là-bas. Voilà. Et je tombe sur Bernardo, que je vais voir en concert un jour, et on la baigne totale. Je me dis, putain, le mec, il a tout compris. Il y avait tout ça, toute cette culture-là que j'aime profondément, tu vois. Mais en plus, il y avait une espèce d'ouverture. Et déjà, dans ses compositions, il y avait déjà des accords un peu différents, des trucs comme ça. Et ça me touchait grave. Voilà. Et donc, après, c'est parti pour là. Après, je lui ai dit, est-ce qu'il voulait me donner des cours, j'avais dit. Et lui, il m'a dit, ah ouais, moi, je donne pas de cours, tout ça. Il dit, mais par contre, si tu as du temps, on répète. Et si ça le fait, on joue ensemble. Et c'est comme ça que vous avez intégré sa formation. Et franchement, après, toute la direction qui a été donnée, les rencontres avec les musiciens, c'est lui. Avant de continuer un peu cette histoire et votre histoire, puisque là, maintenant qu'on a vu à peu près vos parcours individuels, il y a quand même le moment de la rencontre. On va peut-être d'abord vous écouter et on revient aussi sur la rencontre et le fait que vous jouez ensemble depuis quasiment une petite trentaine d'années. Mais on va peut-être vous écouter tout de suite en rappelant simplement que vous venez de faire sortir un album qui s'appelle Duo Live Studio. Le principe est simple pour cet album. Vous êtes tous les deux à la guitare, face à face, dans un studio. C'est enregistré en une seule prise. Comme on va le faire maintenant, on est dans un studio de radio. Sandoval à ma gauche, Lopez à ma droite. Et tous les deux face à un micro avec leur guitare pour un premier morceau live dans Caramel Mou. Merci messieurs, c'est à vous. La lousse. Attends, mec, pour entendre les guitares aussi. Yeah. La luz de tu mirada me ayuda a olvidar el tiempo que se va. La luz de tu mirada me ayuda a olvidar el tiempo que se va. La luz de tu mirada me ayuda a olvidar el
el tiempo que se va. La luz de tu mirada me ayuda a olvidar el tiempo que se va. Voilà, Bernardo Sandoval, Serge Lopez en duo pour ce premier morceau en direct dans Caramel Mou, morceau que l'on retrouve sur cet album sorti la semaine dernière, enfin je l'ai reçu la semaine dernière, morceau et album que l'on pourra voir dans le 4 et le 5 février à l'occasion de la fête célébrant les 40 ans de carrière de Bernardo Sandoval. Serge Lopez le disait, il vient, Bernardo Sandoval, vous rencontrer à la fin d'un concert en vous disant est-ce que je peux jouer avec vous, et à partir de là il y a un travail qui va commencer pendant 3-4 ans qui va être je pense il y a au moins un album sur un ou deux albums sur lesquels vous jouez avec Bernardo Sandoval. Les débuts là, tous les premiers j'y étais. Avec des formations fabuleuses. Il y avait Hakim Bournan qui jouait avec vous à la contrebasse. Il y avait Magali Pietri. Il y avait toute la scène jazz qui venait, mais il y avait aussi la scène flamenca, et il y avait le reste de la scène, parce que c'est quand même ce que vous avez amené un peu avec votre musique l'un et l'autre, et avec les formations que vous avez eues, c'est que vous avez fait venir tous les musiciens de Toulouse. Pour les gens qui ont à peu près mon âge, on se souvient des soirées plutôt animées du côté du Cactus, où il y avait tous les musiciens de Toulouse qui venaient faire le bœuf, qui venaient là jouer dans un contexte un peu flamenco, mais qui venaient jouer, qui venaient rencontrer des gens. Et c'est vrai que c'est un peu votre marque de fabrique à tous les deux. Oui, c'est ça. Je pense qu'on était parti sur un truc un peu comme ça de partage. Parce que c'est un peu idéologique aussi. Hein. Tu sais, la manière dont on fait la musique, soit on la fait entre nous et on la garde que pour nous, soit on a envie de la partager beaucoup. Et nous, déjà, on l'a partagé beaucoup entre nous. Et c'était un bonheur pour nous. Justement, le Cactus, à une époque, on est tous les dimanches là-bas. On voyait passer tous les copains qui étaient là. Et c'est Nicolas Cassagno, tout le monde venait chanter, Daniel Antoine. Voilà, c'est les gens qui tournaient aussi dans les bars, finalement. Ouais. Et c'était une famille. Petite famille. On ne se retrouvait pas que dans les bars, des fois chez l'un, chez l'autre. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez entraîné dans cette histoire-là. Collègues, dont là aussi 100% collègues, les frangins Amocrane, Serge Lopez, Bernardo Sandoval, Philippe Dutheil, Jean-Luc Amestoy, il y avait Anne-Marie Madol, non, c'était plutôt avec Motivé. C'est vrai que ça aussi, ça fait partie des grands moments de la vie nocturne et musicale toulousaine, cette espèce de mélange autour des musiques du Maghreb, des musiques festives, du flamenco, du rock, ce mélange-là qu'on voyait avec 100% collègues. Bernardo. Ouais, pour moi, c'était un peu une évidence, quoi. On se retrouvait après, on faisait un set, on allait boire un coup, on se retrouvait dans la cave du Cactus, comme ça, puis bon, Moussa et Hakim, ils chantaient des trucs de leurs parents en arabe. Après, le concept, c'était de dire, bon, voilà, on se retrouve, tu fais les chansons de tes vieux, nous, on fait les chansons de nos vieux, des vieux trucs, comme ça, là. Après, l'idée, voilà, c'était d'aménager un groupe une histoire qui... Bon, ça n'a pas été très compliqué, hein. C'était les musiciens qu'on était, puis voilà, et on s'est mis à répéter, puis... Mais c'était vachement vrai, parce que il y avait les émigrés espagnols dont je faisais partie, il y avait les émigrés arabes qui étaient là,
Et puis la France, quoi. Et puis la France, quoi. Elle chantait en français, en espagnol, en arabe. Ouais, en américain, ça a été compliqué un peu. On a essayé, mais ça ne faisait pas trop. Quoi. Là, j'ai pas voulu, mais j'ai une chanson de Moussé Hakim en anglais. Effectivement, ça vaut mon accent à moi en anglais. là, je vous le confirme. Je vous le jure. Je vous le jure. Et c'est vrai que toutes ces traditions, on l'a vu avec les collègues, on l'a vu avec Motivé, puisque vous êtes aussi tous les deux membres de Motivé, cet album autour des chansons de lutte qui a été fait au milieu des années 90. Ouais, moi j'étais pas. Pour moi, il y avait 100% collègues après. Ah, pourtant vous êtes inscrit sur les notes de pochette quand même. Eh ouais, mais c'est pas ça. Mais peu importe. Il y avait cet esprit des 100% collègues. Après, voilà, ça rentrait pour moi un peu trop dans la politique, quoi, et ça me gênait, quoi. Sinon, je suis complètement en phase avec ces revendications. Et puis le chant révolutionnaire, c'est tellement beau aussi, quoi. Mais voilà, moi je voulais bien mélanger les collègues, c'était festif, quoi, et en même temps, il y avait déjà le message. Après, quand c'est devenu les motivés, moi je préférais pas. Et c'est vrai que petit à petit, vous vous êtes un peu dissociés, j'allais dire, chacun est parti de son côté. Bernardo, avec tous les voyages qu'il a pu faire à Cuba, mais surtout en Afrique, ramenant autant des sonorités africaines que des musiciens africains qui sont venus enrichir votre musique et vos disques. Sergio Lopez partant plutôt vers l'Amérique latine, vers le Brésil, vers le Canada aussi, vers Cuba, avec là aussi un emprunt que vous faites beaucoup au jazz avec ce trio qui a été assez emblématique de la musique à Toulouse au début des années 2000, avec Jackie Grandjean à la basse et Pascal Rolando aux percussions, que vous avez traîné pendant un petit moment jusqu'à la mort de Jackie Grandjean il y a 5-6 ans. Il y a 4 ans. Et c'est vrai que vous êtes partis chacun de votre côté, de temps en temps vous vous êtes retrouvés, et puis vous êtes retrouvés récemment, il y a 2-3 ans, pour monter ce duo. C'est quoi l'idée de ce duo et comment vous en êtes arrivé à vous dire allez, on repart ensemble? Comment c'est pareil, comme tu disais, c'est une espèce d'évidence dans la vie. C'est-à-dire que on a beaucoup bourlingué, on a beaucoup cherché notre vie, tout ça. Moi, de toute façon, j'ai fait un peu ma carrière, c'est un peu à cause de Bernardo. Parce que moi, je l'accompagnais à l'époque. Et je sais, moi je composais beaucoup déjà, dans les loges, je jouais mes morceaux, tout ça. Mais à un moment donné, celui m'a dit, vas-y, fais un disque, vas-y, fais ton truc, quoi, tu vois. Et je l'ai fait. Et du coup, ça m'a donné tellement de trucs à faire que je ne pouvais plus faire les deux. Mais pour moi, j'étais accompagnateur. Moi, j'étais pas soliste dans mon esprit. Moi, j'étais accompagnateur de Bernardo, c'était ça ma vie. Et après, quand j'ai vu que j'étais un peu obligé, parce que quand même, si on me proposait des dates, j'allais pas refuser, sinon ça aurait été non, puis franchement, je lui ai dit, quand on partait en tournée, Serge, c'est quelqu'un, il est toujours dans la recherche de l'harmonie, toujours en train de composer. Et tellement beau, à un moment donné, je lui ai dit... Putain, mais attends, il faut que tu le fasses ça, sinon c'est pas ouais, je crois que c'est la seule personne qui pouvait me décider à le faire. Mais c'était genre dégage, quoi. Ouais, mais il m'a poussé à ça, et finalement je l'ai fait, et puis super, et après du coup, lui il a fait des super rencontres, il a fait tout l'Afrique, tout ça. Oui, et puis il y a le jazz, on n'en a pas parlé, mais il y a ce fabuleux album avec Guillaume de Chassis, avec Rivalo et avec Trolonge, qui est du flamenco jazz, qui est absolument délicat, magnifique, inspiré. Voilà, avec de Chassis au piano, là aussi, c'est un joli son de piano. Et c'est vrai que vous avez eu tout ça dans votre trajet. Partant du flamenco, vous êtes ouvert sur plein d'autres musiques, jusqu'à arriver à ce que vous faites actuellement, en duo, où là, vous êtes un peu revenu... Ouais, on est quand même chargé de tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, on ne se gêne pas pour aller vraiment dans une espèce de simplicité qui nous soulage. Tu vois, parce qu'après avoir fait... Je ne veux pas dire qu'on est en fin de carrière, mais en fait, si... personnellement, je me suis dit à un moment donné que si j'avais dû faire un gros carton mondial, un gros succès, ce serait déjà fait. Tu vois. Donc, ce qui me reste à vivre là, c'est de profiter maintenant de tout ce que j'ai vécu, avec l'expérience et tout ça, et de ne pas me faire des challenges que je ne peux pas assumer, des trucs comme ça, et voilà, et de vivre surtout des moments humains hors normes. C'est surtout ça. Et avec Bernardo, c'est idéal, parce que c'est quelqu'un avec qui on a joué beaucoup, on a travaillé quand même beaucoup la musique, mais maintenant on n'a plus besoin de se parler de musique. On va peut-être vous écouter justement un deuxième morceau avant de terminer. On est c'est vrai qu'on avance. Voilà, on est à 7-8 minutes de la fin de l'émission. Un coup de tête pour savoir quel morceau vous jouez. Toujours son guitare.
con un navajazo en la garganta. Aquel amanecer nació sin ti, hermano mío. Fue porque tu piel no era blanca. Te encontraron un día agonizando en la barranca. Bernardo Sandoval, Serge Lopez, merci pour ce deuxième morceau. Dans 3 minutes, il est 19h, l'émission est quasi terminée. Merci en tout cas d'être venu nous parler de vos parcours, de vos musiques, puisqu'on l'aura compris en écoutant cette émission, vous êtes bien au-delà du flamenco. L'actualité de Serge Lopez et de Bernardo Sandoval. Pour le premier, Serge Lopez s'apprête à sortir un album en duo avec Jean-Luc Amestoy. Ça sortira fin janvier. Bernardo Sandoval s'apprête à fêter ses 40 ans de carrière à l'espace à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Ça sera le 4 et le 5 février prochain. Les deux seront d'ailleurs réunis sur cette même scène. Et puis il y a leur actualité en commun, c'est-à-dire la sortie de cet album duo live studio. Album sorti la semaine dernière. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé quasiment pour aujourd'hui. Merci. Merci D'être venu nous voir
soir, juste 2-3 concerts. Ce soir au Taquin, la 3e édition de Jazz Week, avec ce soir la venue du trompettiste Claude Egea, renforcé demain par le saxophoniste Stéphane Guillaume. Et puis dimanche, clôture de ce festival avec la chanteuse Sarah Lazarus. Tous les artistes qui viennent sur ce festival sont accompagnés par un trio de base regroupant Christian Tonton Salut à la batterie, Julien Dutu à la contrebasse et Laurent Fickelson au piano. Ce soir, si vous êtes du côté de l'impro, il y a Somsax qui joue un quartet de saxophone. Somsax à l'impro à partir de 20h30. Ce soir au Bijou, au Fantasy Macabre, le nouveau projet musical de Guillaume Baraban avec Philippe Ivron au piano. Il y aura les Mamies Guitares ce soir, encadrés par Mathieu Sourisseau et Darnia Scalier, qui seront ce soir à la MJC Roguet à 20h30. Opération soutenue par Freddy Moraison. Et puis voilà, c'est à peu près quelques-uns des concerts que vous pouvez voir ce soir un peu à Toulouse avec la CAFPO qui fait une soirée autour de la poésie avec notamment la venue du poète Nicolas Vargas. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve à la semaine prochaine. Salut les filles. Que eso que se negaba, me lo pasaba yo como un chaval. Me levantaba por la mañana con mi pitillo de marihuana. Iba a la plaza y mi guitarra, por el camino se iba entonando esta canción que me llena el alma de Marisol y de tu mirada. Esta canción que me llena el alma de Marisol y de tu mirada. Esta canción que me llena el alma de Marisol y de tu mirada. Esta canción que me llena el alma de Marisol y de tu mirada. Lloré